Dans ma publication de la semaine dernière sur la bataille de l'Écluse, je vous parlais du contexte et de la mise en place des armées. Aujourd'hui, je vous parlerai de la bataille en elle-même et de ses conséquences. Trafalgar moyenâgeux, l'Écluse, le 24 juin 1340, deuxième partie et fin de l'épisode. Aux premières lueurs du jour du 24 juin, le dispositif anglais se met en ordre de bataille. De leur côté, les nefs de la flotte anglaise sont attachées entre elles par des chaînes et de toutes sortes de cordages. Les Anglais se répartissent ainsi. La première ligne sera composée des plus gros navires. Ils seront placés à l'avant-garde et sur les ailes. Les archers gallois y embarqueront, avec leurs armes, les longbows. La mission est de déverser un maximum de flèches sur les Français. Les autres navires seront composés d'hommes aguerris au combat. La deuxième ligne, avec une nuée de petits bateaux. La troisième ligne, la flotte de réserve, servira à remplacer les combattants fatigués d'une journée de combat. Ce matin-là, le vent est contraire et empêche la flotte anglaise d'avancer. Les bateaux sont poussés vers le large. Ils cherchent à récupérer les vents favorables, mais en vain. Dans l'après-midi, la confusion est toujours présente dans les rangs anglais. Pas de vent favorable. Les Français s'aperçoivent de cette manœuvre et pensent que les Anglais sont des couards et qu'ils quittent en hâte le champ de bataille. Mauvaise interprétation. Les amiraux français décident de changer de formation de combat. Ils désolidarisent les navires entre eux. Ils prennent l'ennemi en chasse. Les Français étaient joyeux et confiants. Les amiraux français sont sûrs d'avoir pris la bonne décision. Mais la liesse sera de courte durée. Les vents deviennent favorables. Le soleil est dans le dos des Anglais. La flotte tire de bord et fonce sur les navires français. Certains historiens auraient pensé que cette manœuvre était volontaire et aurait été orchestrée par Édouard III lui-même afin de tromper les Français. Mais rien ne peut le prouver. Avant le choc, la Riche, nef royale française, prend en chasse un navire anglais. Il s'ensuit un combat farouche, celui-ci sombre. En voyant cet exploit, les Français sont encore plus joyeux. La première ligne française. Maintenant, c'est le choc des avant-gardes. Les Anglais déversent un déluge de flèches sur les bateaux français. Puis il s'ensuit un abordage des plus meurtriers. Les Anglais attaquent à la hache, au sabre, au couteau. En quelques minutes, la mer est couleur sang. Les Français combattent bravement. Édouard III est de même blessé. Malgré le courage des soldats français, l'avant-garde ne résiste pas. Édouard III ne veut pas que de victoire. Il veut une vengeance. Il tient à récupérer son navire royal, le Christophe. Aux mains des Français, surtout, veut tuer les deux amiraux qui iraient Béhuchet. En effet, ils sont responsables du sac de Southampton, du massacre des équipages à la bataille d'Arlington et de multiples ravages lors de leur incursion sur les côtes anglaises en 1337. Les grandes nefs royales françaises tombent tour à tour. Le Christophe est capturé et c'est au tour du Saint-Georges, le navire amiral français. Les Anglais y découvrent Quéré blessé et Béhuchet combatif. Ils sont faits prisonniers. Quéré sera décapité sur le champ et Béhuchet pendu à la vergue. La deuxième ligne française. La flotte française n'a plus de chef. Le moral est au plus bas. Le combat est disproportionné. Les grandes nefs anglaises s'attaquent aux plus petits navires. C'est la débandade. Les soldats fuient en barque ou à la nage vers la côte. Ils sont rattrapés sur la plage et massacrés. La troisième ligne, c'est la débâcle. Chacun tente de s'enfuir. Le soir arrive. Tous, Anglais et Français, sont fatigués d'une dure journée de combat. Les Anglais se retirent et reviendront demain pour finir le travail. Du côté des Français, certains attendent la nuit pour s'enfuir vers les côtes françaises. D'autres s'ancrent sur place. Les hommes cherchent le sommeil afin d'être d'attaque pour le combat du lendemain. Mais nous n'avons pas encore parlé de l'aide
des Flamands demandés par Édouard III. Ils n'ont pas participé au combat. Ils sont frais et disponibles. Ils ne souhaitent qu'une chose, se venger du massacre des leurs en 1328 par l'armée de Philippe VI et du massacre des habitants de l'île de Calzan par Barbare Gérald 2 jours auparavant. Quand la nuit s'installe, ils s'embarquent dans des petits bateaux et s'approchent à la rame et en silence des navires français. Ils montent à bord sans bruit. Assoiffés de vengeance, ils se jettent sur les soldats français endormis en hurlant et massacrent tous les survivants en repos. Un bain de sang s'ensuit. Cette dernière action mettra fin à la bataille de l'Écluse. La grande armée de mer de Philippe VI de Valois est vaincue. Le jour se lève. Les combats ont duré jusque tard dans la nuit. Le swing est désert. Ce qui reste de la flotte française est parti. Les Flamands sont rentrés et les Anglais appareillent pour le retour en Angleterre. Les corps flottent encore à la surface de l'eau. La marée descendante a emporté les autres corps. Il est l'heure de faire le bilan. 16 000 Français ont péri au combat ou en se jetant à l'eau pour échapper au massacre. Un nombre non comptabilisé de blessés rejoint la côte flamande, puis la Picardie et enfin la Normandie. 170 navires ont sombré ou ont été capturés par l'ennemi. La reconstruction coûtera très cher à la France. De leur côté, 9000 Anglais sont morts, dont la fine flore de la noblesse anglaise. Les pertes matérielles sont minimes. Philippe VI ne connaît pas encore l'issue de la bataille de l'Écluse. Son entourage proche ne souhaite pas lui annoncer la défaite de vive voix. La mission en revient à son bouffon. Il s'est pris de la manière suivante. Sire, les Anglais sont tous des couards, parce qu'ils ont tous eu peur de sauter à la mer, alors que nos braves Français l'ont tous fait. Alors si l'anecdote est vraie, je ne pense pas que le roi ait ni pouffé de rire, ni apprécié la boutade. Partout en France, la défaite est accueillie avec tristesse. On cherche vite les boucs émissaires, comme Quiré et Béhuchet. Après la défaite de l'Écluse, Édouard III devient le maître des mers. La flotte française est anéantie. Il dira même désormais le passage sera plus sûr pour nos fidèles sujets. En effet, il pourra débarquer facilement à Brest avec la guerre de succession des ducs de Bretagne et en Guyenne à Bordeaux pour le prince noir, pour la bataille de Poitiers. Son orgueil sera néanmoins de courte durée, car la France réagit, se remobilise très rapidement. Il faudra attendre l'avènement de Charles V pour redorer le blason de la marine française, car de nombreux navires seront équipés d'artillerie lourde.